Alors donc là, je vais procéder au prélèvement de crème qui est juste en surface par le biais d'une aspiration en fait. Je vais aspirer lentement de façon à prendre la crème et non du lait, parce que c'est bien ce que je recherche. Alors cette étape est relativement rapide. Et c'est très bien, ce qui permet de pouvoir préparer et commencer la fabrication quasiment un quart d'heure, 20 minutes après notre arrivée. Là encore, peut-être on retrouve le tempérament du Normand qui voulait le fromage, le beurre et la crème. Et on veut tout en fait. Donc du coup, l'écrémage est indispensable pour avoir un camembert qui soit suffisamment riche en goût, mais qui soit pas coulant ni trop fort. S'il avait trop de matière grasse, il serait trop humide. Donc l'humidité, à chaque fois, ça développe des goûts très forts. Si on fait une pâte molle à croûte fleurie et qu'on n'a pas d'artifice, il faut écrémer. Donc là, il s'agit du lait des deux traites d'hier, hier matin puis hier soir. Donc le lait n'est pas refroidi, on est bien sur un lait cru. On le laisse en garde toute la nuit ici. Dans un premier temps, il est sur la traite du matin resté à 12 degrés. Et ensuite, la traite du soir va venir se mélanger à celle du matin. Et là, le lait sera ici autour des 14 degrés. Donc on va le laisser sans agitation, au repos total. Ce qui va nous permettre d'avoir cette crème en surface le matin. Le soir, donc, on a fait un ajout de pied de cuve, notre pied de cuve qui a été préparé la veille, qui va nous permettre d'avoir une prématuration qui va se faire gentiment. Donc bien sûr, après la traite, il ne faut pas que le lait reste à des températures trop élevées. Le 30 degrés, par exemple, c'est la température du lait qui sort du pied de la vache, à quelques minutes près, c'est ça. Et c'est pas une température souhaitable pour la première phase. Il faut rafraîchir le lait, qu'il puisse attendre le lendemain. Si on le laissait à 30 degrés, évidemment, il y aurait une flore qui se développerait, peut-être trop rapide, et peut-être pas la bonne. Donc voilà. Là encore, si on prend l'histoire, le passage dans les bidons de lait faisait en sorte qu'on descendait très vite vers 15 degrés. Donc là, le fait de garder le lait à 12 degrés minimum, et puis après de préparer un pied de cuve avec ce lait, on a été longtemps, on faisait pas ce pied de cuve, mais pour moi c'est important en fait. Déjà on fait le mariage entre les bactéries qu'on va ajouter et le lait du jour. On est surpris à chaque fois de ce mariage en fait. Même si on travaille avec nos ferments, il y aura quand même un moment, un rééquilibrage entre ce qui s'est passé il y a quelques semaines ou voire quelques mois et l'activité du lait du jour. Donc il y aura forcément un espèce de... Je parle de mariage parce que je trouve c'est ça. Il faut rien négliger, le nettoyage de la machine à traire, le nettoyage du tuyau de transfert, la cuve de stockage, tout est important, tout est important. Et c'est vraiment des petits riens. Que ce soit pour la traite ou bien en fromagerie, tout le matériel, toute la vaisselle est nettoyée au lave-vaisselle de façon à éviter toute contamination. Alors en fait, on a quand même des produits de nettoyage qui sont là et des températures à respecter pour le lavage des ustensiles. Mais par contre, après, on va rester très neutre dans nos produits de façon non plus à bien garder toutes les bonnes bactéries que l'on souhaite. Donc là, je vais ajouter cette préparation de ferment
dans notre cuve. Et puis on va mettre l'agitation en route. Je vais mettre une agitation de façon à ce que ce soit bien homogène dans notre cuve. Nous devons répondre aux normes sanitaires d'aujourd'hui. Donc nous devons être très propres sur les animaux, très propres au moment de la traite. Les vaisselles de traite et de fabrication ne sont plus en mesure aujourd'hui de transmettre un pied de cuve d'un jour sur l'autre. Ça c'est sûr. Donc en fait, à un moment, si on veut continuer de fabriquer, si on veut avoir la réussite dans notre fabrication de camembert de Normandie, il faut ajouter des ferments pour respecter les normes. On est venu tout doucement, en essayant la vache normande, le pâturage, le foin, et le fait de vouloir garder sa signature. En fait, on s'est dit, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'ajouter ces ferments du commerce? Donc en fait, on s'est dit, est-ce que c'est possible de cultiver nos ferments? Quand on regarde en fabrication fromagère française, il y a des gens qui n'achètent pas de ferments. Il y arrive, hein. Mais là, on a une difficulté avec la technologie du camembert, c'est une pâte molle, donc on a 50% d'eau, et aussi on a une durée du fromage qui est assez courte. Donc en fait, si on a une bactérie pathogène au début, elle est multipliée par 10, par 100, par 10 000 à l'arrivée dans le fromage. Donc en fait, on a un risque qui nous a fait hésiter longtemps sur cet objectif de ne pas envisager d'achat de ferments et surtout de les cultiver nous-mêmes. Et on a quand même osé parce qu'on a rencontré des scientifiques qui nous ont dit on peut vous prémunir. Alors en discutant, hein, les échanges au début étaient quand même, on ne parlait pas la même langue. Hein. Et puis tout doucement quand même, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être des façons de cultiver assez simples, parce qu'on est à la ferme, hein, qu'on ait une sécurité sanitaire. Donc là, ça vraiment personne n'en doute et aujourd'hui on sait le faire. Mais qu'on ait aussi une certaine efficacité de ces ferments. Il fallait tout ça, il fallait du temps pour tout ça, et c'est pas seul qu'on y est arrivé, hein. C'est vraiment l'ajout des compétences de l'université de Caen, on fait la différence. Je viens de faire un choc thermique sur le flacon qui servira à la maturation du lait, donc à cette lactofermentation naturelle qui va être faite avec le lait sans ajout, le lait de la traite de ce matin va être 48 heures à travailler tout seul avec sa microflore pour obtenir un premier caillé qui lui sera repiqué 2 fois. Donc en fait ce premier échantillon est très important puisque il ne doit pas être ajouté d'autres choses. Donc je viens de faire un choc thermique sur la bouteille de lait pour vraiment assainir le maximum le flacon, et on va prélever du lait de la traite de ce matin. Le lait de ce matin, alors qui lui a été conservé, il sera gardé à 12 degrés toute la journée. Alors bien sûr, c'est très important ces 12 degrés puisqu'il préserve la flore native et va permettre de celle-ci de commencer à se développer tout doucement sans aucun stress. C'est du lait cru avec la microflore du troupeau qui va être le support de cet ensemencement qui va nous servir pendant plusieurs mois. Ce lait va être positionné dans un bain-marie à 30 degrés pendant 2 jours. La petite sonde pour garantir le suivi de la température. Alors cette opération sera répétée une nouvelle fois. En fait, il faudra 4 jours en tout. La première lactofermentation sans ajout, elle dure 2 jours. Et puis les 2 autres lactofermentations durent 24 heures à chaque fois, puisqu'elles sont alimentées déjà par un substrat fermenté. L'objectif c'est de travailler, de sélectionner des bactéries qui sont intéressantes pour la fabrication du fromage. Donc en fait, par ce repiquage, on va sélectionner ce qui marche bien pour la lactofermentation. Cette lactofermentation initiale de 2 jours, puis la lactofermentation de 2 fois une journée, c'est parce que c'est aussi le temps technologique qui correspond au fromage. Donc ce repiquage successif correspond à une sélection des microflores intéressantes, par le fait qu'on leur donne des températures et des temps qui correspondent à ce qu'on a besoin. Alors, si on laissait juste une fois, en fait, on aurait une activité au départ, pendant les 2 premiers jours, qui serait similaire, mais après, en fait, par une acidification très forte, on dériverait.
On dériverait des bonnes bactéries, celles qui nous servent à la fabrication du camembert. En fait, on obtiendrait un sérum très acide. Et là, on aurait une microbiologie qui résisterait à cette acidité. C'est pas ce qu'on espère pour faire le fromage. Le camembert de Normandie est mi-lactique, mi-présure. Donc en fait, il y a une acidité, mais une légère acidité. On est en Normandie, hein. C'est rien d'excessif. Donc ce lait a maturé pendant 2 jours. Il est coagulé. Et on va s'en servir maintenant pour faire un repiquage. Donc je le mélange bien pour être capable de prendre 10 ml. Voilà. Donc on a comme un yaourt liquide. Alors voilà, j'y suis. 10 ml que je vais faire attendre là et que je vais mélanger à 1 litre de lait que je suis allé prélever ce matin. Voilà, alors ça c'est celui de ce matin auquel j'ajoute le lait qui avait caillé depuis 2 jours. Une petite agitation. Et je vais le remettre à maturer. Donc là, pendant 1 journée, cette fois-ci, au lieu de 2. Voilà, on est sur le, du coup, 2e repiquage. Je vais prélever ce lait, entre guillemets, sélectionné avec les bonnes fleurs pour faire du camembert. On va prélever un échantillon pour l'analyse sanitaire sur les bactéries pathogènes. Et en même temps, à partir de ce lait, ce lait coagulé, on va commencer à faire nos glaçons qui nous serviront pour les semaines et les mois qui viennent. Ce lait coagulé, au bout de 4 jours, bien sûr, le liquéfier pour pouvoir le répartir convenablement dans les glaçons, mais aussi faire le prélèvement pour l'analyse sanitaire. Donc on va commencer par ça. Donc recherche des bactéries pathogènes, Listeria, Salmonelle, Escherichia coli et Staph vont pouvoir nous rassurer sur l'utilisation des glaçons ultérieurement. Un petit échantillon, ça c'est pour nous, pour vérifier l'activité de ce coagulum. Et puis, je prépare les glaçons qu'on pourra utiliser dans les semaines et mois qui viennent. Après, bien sûr, après avoir attendu les résultats sanitaires. Donc tout ceci avant était complètement fait sans maîtrise, notamment la maîtrise sanitaire. Aujourd'hui, voilà, il n'est plus question de travailler, de faire des fromages naturels en espérant que tout soit bien. Seulement, on va dire, bien sûr qu'on a besoin d'être rassuré avant de pouvoir commencer à travailler fabrication. Voilà. Donc, ces glaçons vont être congelés et utilisés ultérieurement après avoir subi le contrôle sanitaire de ce flacon. Donc, en parallèle, bien sûr, de tous ces prélèvements pour le réseau sanitaire, nous faisons aussi, nous, des mesures qui vont nous aider à maîtriser la technologie de fabrication. Et donc, bien sûr, l'activité de toute cette microflore, il est intéressant de mesurer, donc par le pH et l'acidimètre, de voir à chaque fois qu'on va répéter cette lactofermentation, à quel niveau on est, quelle rapidité. Ce sont des choses qui, de toute façon, on devra maîtriser quand on va fabriquer les fromages. Donc c'est intéressant d'avoir la force et la rapidité de cette microflore. On a fait le pH mètre, on va faire aussi à l'acidimètre. C'est une autre façon de mesurer l'activité. Donc on n'a pas besoin d'être très bon en calcul, hein. Jusqu'à 10, on compte jusqu'à 10 en général. Je vais mettre un peu de réactif. Eh bien, c'est intéressant d'avoir cette activité et d'être capable de reproduire à chaque fois. Nous avons l'habitude actuellement de mesurer toute la période de fabrication. Nous savons exactement tout ce qu'il faut. Voilà.
tout ce qu'il faut pour que ça marche, pour que l'égouttage soit bon. Ce que nous ne savons pas encore, ce que nous ne faisons pas encore, c'est la maîtrise du levain. En fait, quel est le processus d'acidification du levain et à quel niveau. On fait ça de façon un peu intuitive et on n'a pas mesuré encore suffisamment pour avoir un très bon historique, pour avoir des belles courbes qui vont nous indiquer ce qui va bien et ce qui va moins bien. Donc là, nous devons travailler sur la constitution d'un historique d'acidité et de pH sur nos levains. En fait, c'est les levains naturels, ceux qu'on va fabriquer nous-mêmes. Donc bien sûr, on n'a pas d'historique parce qu'on l'a jamais fabriqué nous-mêmes. Donc on part de zéro, une feuille blanche, et on va constituer tout doucement un historique qui marche. Voilà. Et un historique. Et quand on ne sera pas tout à fait sur la bonne courbe, de savoir si on doit utiliser ce ferment ou pas. Parce que bien sûr, il peut correspondre à des niveaux pathogènes satisfaisants pour l'administration, c'est-à-dire et pour le plan sanitaire. Ceci dit, il est possible qu'il y ait de levain qui ne soit pas intéressant à utiliser pour nos fabrications parce que ou trop faible, ou trop fort, ou trop puissant. Donc cette constitution d'historique nous aidera à, après avoir constitué ce levain, de savoir s'il est favorable ou pas pour la fabrication du camembert. On peut très bien avoir sélectionné un levain de qualité moyenne. Moi, je suis très confiant sur le fait qu'on arrive à maîtriser cette technique. Elle a été souvent pratiquée de façon intuitive par plein de gens. J'ai rencontré des gens en Munster, en fromage de chèvre, qui font des séries de repiquage, etc. En camembert de Normandie, c'est un peu plus complexe, puisque l'acidité n'est pas forte, mi-lactique, mi-présure. On n'a pas un assainissement par l'acidification. On n'a pas un assainissement aussi par la durée d'affinage. Donc en fait, on ne doit pas faire prendre de risques à nos consommateurs en consommant ces produits. Donc ce travail qualitatif que nous menons est pour moi indispensable au fait de construire durablement ce travail de savoir-faire et de maîtrise. Donc voilà, ces glaçons ont été congelés, donc ils sont le fruit de toute la sélection qu'on a expliqué ce matin, c'est-à-dire avec ces 3 phases de multiplication de la lactofermentation. Ces glaçons ont été vérifiés, il n'y a pas de germes pathogènes, et nous allons maintenant pouvoir du coup les utiliser comme le levain qui va nous servir de pied de cuve pour fabriquer et permettre la lactofermentation régulière. Donc voilà. Cette régénération, en fait, on va parler de régénération des bactéries congelées, celles dont on a besoin pour la fabrication des fromages, pour réguler le temps de fabrication. Donc ce glaçon va se régénérer au contact du lait. Il y aura une deuxième phase de multiplication et puis le levain. Voilà. Donc en fait, on a de cette façon l'autonomie en ferment, puisque ces ferments ont été sélectionnés à partir de lactofermentation de notre lait. On les a congelés, ce qui va nous permettre une utilisation reportée de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et maintenant, ils vont servir à l'autonomie de la ferme en lactofermentation. Donc ceux-ci, on les remet au congélateur et ils seront utilisés à la suite. De les congeler va permettre de se débarrasser des fleurs qui ne sont pas intéressantes. C'est assez surprenant ça. On a découvert ça lors de cette étude. En fait, ça sélectionne plutôt les bonnes et ça écarte plutôt les mauvaises. Donc la congélation est un bon mode de sélection. On est maintenant sur les premiers glaçons congelés et réutilisés à plus d'1 an, avec une efficacité tout à fait acceptable, tout à fait comparable à ce qu'elle était, cette efficacité à quelques semaines en fait. Donc on a un très bon moyen de conservation qui a plutôt une incidence positive. Et voilà, c'est parti, on va fabriquer avec ça. Donc voilà le travail tel qu'il se fait. Enfin, pour moi, ça me paraît bien de ne pas bloquer les souches. C'est-à-dire, bien sûr, on a des isolats de nos fermes qu'on pourrait lyophiliser et on va utiliser toujours les mêmes ferments. C'est une discussion qu'on a entre nous. Elle me va pas trop puisqu'en fait,
c'est une signature qui n'évoluerait pas du tout. C'est notre signature, mais elle n'évoluerait pas, elle serait figée. Et on sait tous que c'est pas parce que on va ajouter quelque chose qu'on va avoir la même efficacité tout le temps. La technique de la lactofermentation qu'on peut réactiver tous les 2 ou 3 mois, en fait, c'est comme un live. En fait, on suit l'évolution de la microbiologie du lait dans la ferme et on suit les conditions d'élevage, on suit les conditions météo et en fait, on est plus près avec quelque chose qui marche et du coup, ça évolue mais en continuité. Donc toute la technique de congélation et de remise en activité de ces glaçons et voilà, nécessite vraiment un travail précis d'étude pour savoir quelle dose on met, quel est le processus de réactivation de ces glaçons pour obtenir quelque chose de très satisfaisant en fromagerie qui nous permet de maîtriser cette fermentation. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit maîtrisable. Donc il n'y a aucune raison pour que ça change le prix du fromage, c'est la question du consommateur.